batata ba mama ndeko nga babino ndeko komanda drapula ndenge tuluba ikaka tukolemba te tokokanga muyibi na eloko na ye moko. Constitution na biso bapibliaki yango na 2006 donc le 18 février 2006 sikoyo toza na mois ya février mikolo ezokoka te sa constitution na biso ekosa 10 ans. Alors donc toyeba bilan ya constitution soki pena bango moko basalaki eloko wana mukando basalaki est-ce que ba respecter makambo na bango. Alors tu pas mettre to continuer mettre à panza poké. Alors chers compatriotes, je suis heureux de vous rencontrer une fois de plus pour parler de notre constitution. Comme vous le savez qu'il y aura 10 ans jour pour jour, c'est 18 février 2016. La vraie question, c'est de se dire 10 ans c'est beaucoup, mais est-ce que 10 ans, doit-on rire, fêter, pleurer? Certains feront sûrement le choix, comme c'est le cas de notre pays, de pouvoir fêter et de faire des discours pompeux pour louer le mérite de la Constitution de 2006. Je pense que moi, je ne ferai pas ce choix-là, parce que quand on regarde comment se comportent nos gouvernants qui ont eu cette lourde charge de faire respecter la Constitution, je crois qu'il y a plus à en pleurer qu'à en fêter. Mais comme on ne peut pas s'en douter, on nous a été habitués depuis Mobutu, comme aujourd'hui rien n'a changé, on a été habitués à des folkloriques, à des musiques, à des chants, à des fêtes, et ça ne m'étonnera pas qu'au 18 février, il y ait beaucoup plus de fêtes, de musique, des discours pompeux et élogieux de la Constitution. C'est déjà ça, la première difficulté dans notre pays, notre Constitution. Quel bilan en tirer? Je pense qu'à mon avis, pour arriver à savoir si le bilan est positif ou négatif, il faut s'interroger si ce qui a été prévu a été respecté. Parce que plus souvent, les lois fondamentales de notre pays, donc je vais dire les constitutions que nous avons connues depuis l'accession de notre pays à l'indépendance, à aujourd'hui, nos lois fondamentales, nos constitutions ont souvent suscité, au moment de leur rédaction, ont souvent allumé beaucoup plus d'espoir, mais souvent éteint au moment de leur réalisation. Alors, quelques dispositions essentielles de notre Constitution peuvent être interprétées, examinées pour nous interroger sur le bilan pour savoir s'il est positif ou négatif. Alors, quelques dispositions constitutionnelles. Déjà, en prenant la Constitution, il était prévu qu'il fallait mettre cette Constitution à l'abri de l'aléa de la vie politique. Ça signifie qu'il ne faut pas changer la Constitution selon le dynamisme, le fonctionnement de la vie politique qui est dynamique. Mais il faut que la Constitution résiste à l'aléa de la vie politique. Il faut qu'elle soit pérenne, qu'elle puisse nous diriger des années, des siècles en siècles, comme nous avons la Constitution américaine, la Constitution, on peut citer les constitutions des pays dites de vieille démocratie. Ce sont des constitutions qui datent il y a des siècles, il y a des années. La nôtre, il fallait la mettre à l'abri de toute tentative de révision intempestive. Voilà ce que dit l'exposé des motifs. Mais malheureusement, à moins de 5 ans, alors qu'il fallait empêcher que cette constitution connaisse la révision intempestive, nous avons connu une première révision en 2011. Ce qui est surprenant, parce que
La Constitution n'avait même pas encore fait long feu. On y apporta alors le premier coup de massue, la révision de 2011. Voilà le premier échec de cette Constitution. Est-ce qu'il fallait réviser la Constitution en 2011? Est-ce que cette révision était-elle opportune? Est-ce que cette révision respectait-elle la Constitution en elle-même? Nous disons à notre avis non. La révision de 2011 n'était pas opportune parce que l'argument qui a été avancé pour cette révision était contourner le délai de 36 mois qui était imparti par la Constitution pour passer aux 26 provinces. C'est l'article 2 qui dit que les provinces de notre pays vont pouvoir passer pour passer aux 26 provinces devenues actuellement ce que l'on appelle aujourd'hui des provincettes, où il y a une nomination des gouverneurs, afin de commissaires, comment on les appelle encore, les commissaires qui ont été nommés, en violation d'ailleurs de la Constitution. Bon, la question que je me pose, est-ce que faut-il, quand on vous demande d'arriver à l'heure, et que vous n'êtes pas en mesure d'arriver à l'heure pour respecter l'heure, est-ce qu'il faut-il simplement régler la montre pour dire qu'on est ponctuel, pour dire qu'on a respecté le temps? Je pense que non. Quand la Constitution dit qu'il faut respecter les délais, ce délai-là est constitutionnel, il faut qu'il soit respecté. Ne pas le faire, c'est contourner la Constitution, et contourner la Constitution, c'est une fraude constitutionnelle, et donc c'est une violation. Mais si on sort de cette question d'opportunité, on peut maintenant examiner la révision quant au fond. Que dit notre Constitution? L'article 17. La liberté individuelle doit être garantie. Et vous savez que toute Constitution doit garantir des libertés individuelles. Voilà que malheureusement, notre Constitution a été révisée à son article 149 pour enlever les pouvoirs, pour enlever le magistrat et les mettre sous l'ordre du ministre de la Justice, donc sous les ordres de l'exécutif, alors que le pouvoir judiciaire est indépendant au regard de la Constitution, et la Constitution dit qu'aucune révision ne peut avoir pour effet de porter atteinte à l'indépendance de la justice. Et l'indépendance de la justice est garantie par la Constitution. Et la Constitution, en tout cas dans sa première forme, dans sa première version, garantissait l'indépendance du pouvoir judiciaire, en disant le magistrat du siège comme ceux du parquet sont indépendants, font partie du pouvoir judiciaire. Mais avec la révision de 2011, on a enlevé les magistrats du parquet pour les soumettre à l'exécutif, donc sous les ordres du gouvernement et sous le contrôle du ministre de la Justice. Bon, maintenant on vous dira que cela n'est pas bien grave, comme en France, comme en Belgique, le magistrat du parquet sont des fonctionnaires, relèvent de l'exécutif. Sauf que, en France comme en Belgique, comme dans tous les pays de l'Union européenne, le magistrat du parquet n'arrête pas les citoyens, ne les envoie pas en prison. Parce que nul ne peut être envoyé en prison dans ce pays-là sans qu'il ne soit présenté devant le juge et assisté de son avocat. Mais chez nous, un magistrat dans son bureau, sur ordre du ministre de la Justice, sur ordre de ceux qui ont de moyens matériels, ça veut dire qui font preuve d'une aisance financière, ce que l'on appelle des riches ou les petits riches, sur ordre même de voir de jeunes filles qu'on peut appeler des maîtresses, un magistrat, ou sur sa propre volonté, peut décider de vous mettre en prison. Comment alors on peut considérer qu'on puisse réviser la Constitution pour porter atteinte aux libertés des citoyens? Cette phase-là,
cette constitution et cette révision est liberticide parce qu'elle porte atteinte aux libertés des citoyens. Comment maintenant se douter si un magistrat peut vous arrêter sans jugement, sans que vous soyez assisté de votre avocat, selon son propre bon vouloir, sur ordre du gouvernement, sur ordre du ministre de la Justice, à ce moment-là, ça ne va pas vous étonner qu'il y ait des prisonniers politiques sans jugement chez nous, dans la prison de Makala. Ce n'est pas étonnant. Bon, voilà un peu le premier point négatif que l'on a connu en moins de 5 ans seulement de notre constitution, c'était sa révision. Et je viens de vous indiquer que cette révision était anticonstitutionnelle parce qu'elle portait atteinte aux libertés des citoyens. Et le but qui a été visé était d'enlever le magistrat du parquet pour les soumettre sous l'ordre de l'exécutif, donc du gouvernement, de telle sorte qu'au Congo, sur simple ordre du gouvernement, toute personne peut se retrouver en prison sans jugement, ce qu'on appelle MAP, mandat d'arrêt provisoire, sans qu'on ait été assisté. Mais en réalité aussi, ça, c'était de mascarade. La vraie vérité est que on voulait quand même permettre au président de la République actuelle de pouvoir gagner les élections. C'est comme ça qu'on est passé de 2 tours à un seul tour. Bon, là c'est discutable, on va vous dire que la Constitution n'érigeait pas en disposition intangible le nombre de tours. Bon, mais est-ce que fallait-il réviser la Constitution en moins de 5 ans? Là, c'était contre la volonté du constituant qui n'a pas voulu que la Constitution soit modifiable à tout bout de champ. Donc, des révisions intempestives. C'était contre cette philosophie de notre Constitution. Si on peut sortir de ce point de vue des révisions constitutionnelles, on peut aussi s'interroger, cette Constitution garantit-elle nos valeurs à nous? Nous prenons l'article 9 de la Constitution. Avant, et comme dans tout le pays du monde, il est dit que le sol et le sous-sol doivent appartenir à l'État. Mais dans notre Constitution, voilà que à l'article 9, il est dit que l'État exerce sa souveraineté sur son territoire. Mais pourquoi ne pas dire que l'État est propriétaire de son sol et de sous-sol? Et ça va vous étonner qu'aujourd'hui, il y ait balkanisation. Donc aujourd'hui, s'il y a guerre, comme nous sommes en guerre à l'est du pays, et que notre armée perd du territoire, on va dire que le Congo n'exerce pas son autorité sur une partie de son territoire, et donc le territoire ne nous appartient plus, parce qu'on n'y exerce plus la souveraineté. Je crois qu'il aurait été simple et facile de dire que le sol et le sous-sol appartiennent à l'État. Mais au lieu de dire ça, le Constitution a dit l'État exerce sa souveraineté sur son sol. Ça, c'est consacrer la balkanisation du pays. Enfin, cette Constitution, pour s'interroger toujours ce que ça a été fait. Elle dit à son article, je crois 69, il est dit, non, plutôt l'article 72, il est dit, et on donne les critères pour être élu président de la République, parce que bientôt là, on va s'acheminer vers les élections présidentielles et nous allons aborder ce cas-là. Parmi les critères pour être président de la République, on va vous dire quoi? Déjà, aucun critère pour les diplômes, pour les études. Ce qui signifie que même un analphabète peut être président de la République au Congo. À côté de ce point-là, ce qui est plus grave, on dit pour être président de la République, il faut être de Congolais d'origine. Donc il faut avoir la nationalité d'origine. Et qu'est-ce que ça signifie la nationalité d'origine? Et on va vous dire, on est Congolais d'origine si vous avez appartenu, donc vos ancêtres, vos arrières, vos grands-parents, vos descendants ont appartenu à une ethnie qui constituait ce qu'est devenu le Congo aujourd'hui à l'exception de l'indépendance. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire aujourd'hui que toutes les ethnies, alors qu'on n'a pas dénombré, on n'a pas limité ces ethnies, on dit tout le monde peut se réclamer congolais d'origine. Donc ce qui signifie que même les Banyamulenge, les Tekowumbu, parce que vous avez
les Bazombo en Angola et vous avez les Bazombo au Congo. Au Katanga, vous avez les Hemba au Katanga et vous avez les Hemba en Zambie. Tout ce monde-là, vous avez à l'Est, n'en parlons pas, vous avez connu la guerre de Banyamulenge. Tout ça, c'est un fourre-tout. On dit, on est Congolais d'origine. Et qu'il y a une loi qui va préciser qui est Congolais d'origine. Cette loi n'est jamais intervenue. Voilà un peu quelques faiblesses de notre constitution. Mais la loi reste la loi. Même si cette constitution a eu ses faiblesses, nous avons décrié ces faiblesses à son temps. Et le gouvernement en place, les régimes en place, parce qu'il s'agit du régime Kabila, avaient estimé que c'était la constitution la plus parfaite du monde. Alors on dit, la loi est dure, mais c'est la loi, il faut la respecter. Donc aujourd'hui, il est venu le moment de se dire, ok, cette constitution, malgré ses faiblesses, mais aujourd'hui, il faut qu'on puisse savoir si ceux qui l'ont acclamée hier, ceux qui ont dit qu'elle était parfaite, vont continuer à pouvoir la respecter. Donc à pouvoir la louer. Eh bien, c'est justement, nous en arrivons au point de mandat du président de la République. La Constitution dit que le président de la République ne peut, les nombres de mandats du président de la République sont limités à 2. Et donc au mois de novembre, s'il faut qu'on respecte la Constitution, eh bien, le président en place n'a pas à briquer un 3e mandat. Alors, si on va fêter, louer l'apologie de la Constitution le 18 février, nous serons curieux de savoir si le président en place aura, à cette fois-ci, respecté la Constitution. À ce moment-là, on pourra dire les faiblesses que je vous ai invoquées, nous pourrons y revenir pour réviser la Constitution sur ces dispositions qui ne, en tout cas pas, protègent notre pays, qui vendent notre pays, qui la balkanisent. Nous allons y revenir. Pour l'instant, il faut qu'on s'en tienne à cette Constitution qui fait que le président en place ne pourra plus se représenter. Mais est-ce que va-t-il le faire? Va-t-il le respecter? Voilà un peu, en lecture des dispositions combinées de notre Constitution, nous pouvons vous dire, c'est une Constitution qui a eu ses faiblesses, qui a été taillée sur mesure, et c'est ça les faiblesses qu'on peut reprocher à cette Constitution. Maintenant, ces faiblesses-là, aujourd'hui, ce n'est pas la question, ils sont corrigibles, on va corriger ces faiblesses. Si jamais le président Kabila en place arrive à respecter la Constitution pour ne pas se représenter, à ce moment-là, nous pourrons dire que la Constitution a des mérites. Mais si, comme ça semble être le cas d'ici novembre, le président, on nous parle de glissement constitutionnel, à ce moment-là, il y aura un problème. Et pour parler de glissement, comme j'ai déjà eu à vous expliquer, l'article 70 qui parle de la transition ne s'applique pas parce que cet article-là, pour qu'il puisse s'appliquer, c'est l'article qui dit que le président de la République reste en place jusqu'au nouveau président élu. Et c'est de cet article, dans sa mauvaise interprétation, que l'on veut faire croire que s'il n'y a pas des élections, le président resterait en place. C'est ce que l'on appelle le glissement politique. Or, je vous ai déjà eu à vous expliquer lors de notre première interview que cette disposition-là, l'article 70, ne s'applique pas s'il n'y a pas eu les élections. Nous référons tout le monde à notre analyse qu'on a déjà eu à faire sur la première interview que vous avez eu à m'accorder, et je pense que tout, à mon point de vue, est que il faut qu'on se focalise sur, actuellement, sur le respect de la Constitution, et le respect de la Constitution qui veut que le président de la République en place ne puisse plus se représenter. Et s'il ne peut pas le faire, à ce moment-là, on appelle au peuple congolais d'appliquer l'article 64, ce que j'appelle la légitime défense constitutionnelle, pour faire échec à toute personne qui va tenter de conserver le pouvoir
en violation de la Constitution. Je dis vous remercie et je serai encore heureux de vous recevoir après le 18 février pour voir si comment il y aura l'évolution de notre Constitution, mais j'appelle beaucoup plus à la vigilance, j'appelle beaucoup plus à l'élan citoyen pour que toute personne qui va tenter de violer la Constitution, malgré ces faiblesses que nous avons décriées, nous puissions lui appliquer l'article 64, c'est ce que j'appelle élan citoyen congolais. Je vous remercie.